the sky. Who are you? Hey, police. My name is Christ. Who are you that I should be mindful of? You win every year. X29. Elohim, Elohim, Adonai. X29. Open up the seven sea and open up the sky. Lee Scratch, very legalized ganja. Chicky, 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 chick. You win Lee Scratch, very legalized Cali. Skin, skin, skin. Lee Scratch, very You win. legalized ganja. Check, You win check, check, check. Lee Scratch, very You win. legalized Cali. Bang, You win bang. I hold him with my lightning hand. I hold him with my thunder heart. I hold him with my lightning hand. I hold him with my electric bed. Devil dead, You win yeah. Devil dead, pa 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 pa. Devil dead, You win devil dead. You win every year. Oh, yeah, open up the time. Oh, yeah, open up my mind. Yeah. Open the sky, open up high, and tell them the truth we ain't telling no lie. Devil dead. Devil dead, adios. Senorita. Devil dead. Devil dead. Love goes and love comes. Love goes by and love come by. Devil dead, the undisputable truth. Devil dead. My name is John. My name is Paul. You see my name written on the wall. Harder they come, the harder they fall. Banging their heads against the wall. Harder they come, the harder they fall. Banging their heads against the wall. Lee Scratch, baby, legalize ganja universally. Lee Scratch, baby, legalize cannabis globally. Adios, senorita. Adios. Love comes and love comes. The undisputable truth. The undisturbable truth. Devil dead. I kill him with my lightning. X29. Devil dead. Ooh, wow. Kill him with my lightning. X29. This is your captain speaking. Hits Don't think I'm crazy. Hits Don't think I am insane. Hits I come and I came. Hits Lee Scratch, very legalized ganja. Hits X29. Hits Lee Scratch, very legalized cannabis. X29. Hit Lee Scratch, very legalized ganja. Hits Universally. Hits Lee Scratch, very legalized cannabis. Hits Globally. Hits Oh, yeah, open minds. Hits Oh, yeah, open the time. Hits Oh, yeah, open your mouth. Hits We gotta jump, sing, devil, hallelujah. Hits Devil dead, la massacre. Hits Devil dead, hallelujah. Hits Devil dead, I kill him with my lightning head. Hits Devil dead, hallelujah. Devil dead, Baba Jack. Devil dead, I hold him with my lightning. Yeah, I roll it with my lightning hand. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire. Bienvenue dans Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche cannabique que nous représentons modestement au micro de Radio Libertaire. Nous sommes le dimanche 11 novembre 2018. Je pense que ça vous aura pas échappé si vous êtes à Paris aujourd'hui. On est une date un peu symbolique au nombre de flics au mètre carré que j'ai croisé pour venir jusqu'au studio. Vraiment
effectivement, on peut pas l'ignorer. Écoutez, on est là comme c'est l'habitude, jusqu'à 20h30 en direct sur la plus rebelle des radios. J'ai nommé Radio Libertaire, bien sûr, pour vous narrer l'actualité des drogues en général et celle du cannabis en particulier, et ce, sans aucun tabou ni moralisme, comme notre credo nous l'impose. Vous nous écoutez sur 89.4 FM pour la voix des ondes hertziennes, et pour les autres ondes, qu'elles soient dans un câble ou par Wi-Fi, faites attention, il paraît que c'est pas toujours très bon pour la santé. Ça c'est sur radio-libertaire.net que ça se passe. Vous écoutez Il y a de la fumée dans le poste, donc animé une fois de plus par moi-même, Max, et mis en onde et co-animé et à la documentation. Enfin, on va dire depuis que, on a un blog depuis quelques temps et c'est à ce monsieur qu'on le doit, ce blog, et c'est lui qui le fait tourner. En plus de la réalisation de l'émission et d'une bonne partie de la documentation, ça fait que mon pauvre Davou, les auditrices, les auditeurs de la fumée vont croire que je me suis mis à t'exploiter. Non mais il s'est mis à m'exploiter, s'il vous plaît, je vous en supplie, un syndicat pour venir m'aider. Salut à toi Davou, un grand Bonjour merci à tous. à toi d'être là pour nous épauler une fois de plus ce dimanche 11 novembre 2018. C'est pas la 100e, c'est bien plus que ça, je pense, il y a de la fumée dans le poste. Ah oui, largement, ouais. Même que maudite soit la guerre. Ah oui, c'est un mot, un leitmotiv qu'on n'a pas forcément assez entendu aujourd'hui. Ah bah toutes les armées, on pourrait aussi rajouter. Mais on n'est pas là pour vous parler de ça. On est là pour vous parler des drogues en général et du cannabis en particulier. Avec, on va faire un petit tour de l'actualité de la quinzaine et puis même peut-être en remontant encore un petit peu avant, puisqu'on avait pris un peu de retard ces temps-ci pour cause de légalisation au Canada. On y fera certainement un petit tour, d'avoue, au Canada quand même. Ouais. Faire un petit débriefing rapide de 2-3 petites choses qu'on a pu observer. Ça fait pile 10 jours que cette légalisation est effective sur l'ensemble du territoire canadien. Premier pays vraiment occidental à passer ce cap à l'échelle nationale. Donc ça nous intéresse fortement, bien évidemment. Comme vous le savez, on vous rebat les oreilles avec tout ça depuis 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Bon, aujourd'hui, on va vous le faire vite fait parce que là, c'est un sujet qu'on a énormément abordé ces derniers temps. Donc, un petit débriefing vite fait 10 jours après. Avant ça, on va se rendre aujourd'hui une émission très internationaliste qui ne sera pas pour te déplaire, d'avoue, je pense. Je confirme, même si... oui, tout à fait. On va commencer par les États-Unis. Ouais, une vraie bonne nouvelle en provenance des États-Unis. Pareil, ça ne vous aura pas échappé qu'il y avait des élections aux États-Unis cette semaine. Ça s'appelle les midterms. C'est les émissions de mi-mandat. Élections, j'ai dit. Émission. Ah pardon, élections de mi-mandat habituelles, et donc avec son lot de référendums locaux proposés aux électeurs État par État. Et vous le savez, si vous suivez la politique des drogues aux États-Unis depuis 10 ans, c'est essentiellement par cette voie-là que la légalisation du cannabis gagne de plus en plus de terrain aux États-Unis depuis 5, 6, 8 ans à peu près. Et c'est donc à l'occasion de ces nouvelles midterms, les midterms 2018, qu'un nouvel État des États-Unis d'Amérique va passer le cap. Les électeurs ont voté oui au projet de légalisation du cannabis thérapeutique pour les personnes majeures dans l'État du Michigan. Et ça, c'est pas rien. Le Michigan étant un État chargé d'histoire, un État important au niveau social, au niveau de la population, à tous les niveaux en fait. C'est un État assez important. On y trouve par exemple une ville pas du tout anecdotique dans l'histoire des États-Unis, y compris sur le plan économique, très intéressante cette ville pour retracer l'histoire du capitalisme, glorieuse histoire du capitalisme à Détroit, la ville qu'on surnomme Motor City, la ville où les fabriques de l'industrie automobile s'étaient massivement installées à la fin de la première moitié du XXe siècle, avant de se casser lamentablement la gueule à la fin de ce même siècle, notamment à travers la firme numéro 1 en la matière aux États-Unis, GMC, General Motors, qui aura grandement œuvré pour le tissu social de Détroit, ou au moins pour l'émergence de tout un tas de musiques contestataires, d'avoue. Absolument, Parce que c'est à toi qu'on doit cette très bonne idée de dédier l'intégralité de la sélection musicale de cette édition d'Il y a de la fumée dans le poste d'aujourd'hui à la musique du Michigan. C'est un État hyper riche sur le plan musical, le Michigan, et ça date pas d'hier.
Alors notamment il y a Détroit bien sûr, hein, la mégalopole, mégalopole je sais pas si on peut le dire, mais la grande métropole qui borde donc la région, c'est le Michigan pour ceux qui savent pas, c'est la région des Grands Lacs, c'est de l'autre côté des Grands Lacs. En face c'est le Canada où c'est légal depuis 10 jours maintenant, et donc de l'autre côté de la rive, sur la rive sud, c'est le Michigan où ça va devenir légal normalement dans l'année qui vient. Et donc à Détroit, une très très riche histoire musicale qu'on va parcourir ensemble à l'initiative de Davout. Donc comme je le disais. Oui, on aurait pu aussi faire c'est vrai qu'on aurait pu faire aussi une petite playlist antimilitariste et contre la guerre, évidemment, avec en passant, je passe une bise à Christiane, en passant la chanson de Crown, évidemment, tu vois, par exemple. Ouais, mais bon, on a décidé d'être plus sur le côté festif et puis de célébrer, entre guillemets, ce qui s'est passé au Michigan. La chanson de Crown qu'on a sûrement peu entendue dans les commémorations du jour, trop peu entendue dans les commémorations du jour, quoi qu'on a bien dû l'entendre quand même par-ci par-là. Tiens, un petit coucou du côté de Jansiou en Creuse en passant. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Bon. On va arrêter les hors-sujets, même si le pacifisme et l'opposition à toutes les armées est bien sûr un sujet qui nous tient à cœur, Davout et moi-même. Ce n'est pas le sujet de l'émission. Permets-moi, Maxime, petite. Moi, je suis plus antimilitariste que pacifiste. D'accord. D'accord. Ouais, moi, je reste quand même très très pacifiste dans l'âme. Et donc, cette sélection musicale dédiée pas que à Détroit, on va forcément s'éloigner un petit peu aussi des rues de Détroit, mais pas beaucoup. Forcément. On la commence avec un premier choix à toi, Davout. Je te laisse faire. Alors. Ouais, tout à fait. Écoute, effectivement, à Détroit, parmi les grands personnages de la musique qui sont de là-bas, il y a Stevie Wonder, qui est quand même un énorme musicien, vraiment avec un talent colossal, bien évidemment. Et puis alors, je vous ai choisi une chanson qui date un petit peu de 1966, parce que c'est vrai que ce qu'il a fait, on va dire après la fin des années 70, à partir des débuts des années 80, est un petit peu trop peut-être, pop ou non, pas vraiment. Oh pop, oui, variété même. N'ayons pas peur des mots. Enfin, c'est un gros mot dans ma bouche, variété. Faut le savoir. On le sait, Maxou. Et donc voilà, je vous ai choisi une chanson de 1966 qui s'appelle Hey Love, une chanson d'amour, histoire de commencer avec une petite touche d'amour. Hey Love. Voilà, Hey Love, à l'instant même Stevie Wonder, bien entendu, sur l'album qui s'appelle, sans vouloir dire de bêtises, Uptight, mais je suis pas sûr, Non, c'est sur Down to Earth qu'il a été publié la première fois, c'était en 1966, sur le célébrissime, pas encore à l'époque, parce que c'est que Tamla encore à l'époque, c'est le label qui allait, avec sa fusion avec la célèbre Motown, donner naissance au mythique, je pèse mes mots, mythique label de R&B, Rhythm and Blues, Soul music légendaire, mythique, qui allait donner ses lettres de noblesse à la fois à la soul du nord du territoire états-unien et à la musique de tant de talentueux et talentueuses artistes noirs américains des années 50 et 60 sous l'impulsion de Ray Charles, bien sûr, le grand maître du rhythm and blues. Tous ces gens, on va pas les citer tous les uns après les autres, on va quand même citer Aretha, c'est bien obligé. Sûr, qui vient également de Détroit. Voilà, c'est pour ça que je la cite également tout de suite, Aretha Franklin, qui nous a quittés il y a peu de temps. On n'a pas eu l'occasion de lui rendre hommage dans Il y a de la fumée dans le poste, mais on sait que Michel Polizzi s'en était chargé avec le brio qu'on lui connaît. Donc on sait que vous n'êtes pas resté sans ce qu'il fallait pour quand même se honorer la mémoire d'Aretha, quand même, c'est pas rien. On y reviendra dans quelques instants au label Tamla Motown, d'ici 25-30 minutes, avec un extrait d'un des albums les plus légendaires de la Tamla Motown, ça doit être 69, 71, on verra ça tout à l'heure. On avancera de quelques années et là ça sera vraiment la Tamla Motown cette fois-ci. Avec Marvin Gaye. Allez, je vends le morceau. Je vends la mèche tout de suite. Pour l'instant, on reste aux États-Unis, on reste au Michigan, puisque premier sujet de Il y a de la fumée dans le poste du jour, dont j'ai achevé un peu brièvement le sommaire. Vous le découvrirez au fur et à mesure. Et puis c'est tout. On commence donc par le Michigan, où vous l'avez peut-être entendu dans la presse. En tout cas, vous savez sans doute qu'il y a eu des élections, les fameuses élections de mi-mandat, les midterms en version originale, qui ont eu lieu dernièrement aux États-Unis.
États-Unis. Donc c'est la moitié du mandat présidentiel de l'autre machin là, qui est aujourd'hui pas très loin d'ici, paraît-il. Et oui. Il est reparti. Il est reparti déjà, bon. Donc, les élections de mi-mandat sont toujours l'occasion de référendums locaux dans les différents États des États-Unis qui le mettent en œuvre. Et donc, c'était l'occasion pour plusieurs électeurs, électrices de divers territoires, divers États des États-Unis d'Amérique, lors de ces midterms, de se prononcer une nouvelle fois. Êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis thérapeutique ? Et même dans certains États, on n'avait pas fait le détail cette fois-ci, mais on va vous donner le palmarès quand même, bien sûr. Dans certains États, donc la fameuse question qui nous intéresse tant, il y a de la fumée dans le poste. Êtes-vous pour ou contre la légalisation tout court du cannabis, c'est-à-dire à des fins récréatives, pour parler plus sérieusement. Verdict, pourquoi nous vous faisons une playlist intégralement dédiée au Michigan aujourd'hui ? C'est que cette dernière question de la légalisation tout court du cannabis a été posée aux électeurs et électrices du Michigan à l'occasion de ces midterms, et que c'est, vous l'aurez compris, le oui qui a gagné, ce qui n'est pas rien, ce qui est historique d'abord parce que c'est un État fort peuplé et assez symbolique des États-Unis d'Amérique, comme je le disais en préambule, le Michigan, avec notamment la ville de Détroit, bassin industriel automobile à l'histoire pas toujours très rose, bien au contraire, tout au long de son essor, puis de son déclin tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours, avec un territoire assez influent, mais très sinistré par les crises évidentes du système capitaliste, et aussi un territoire aussi assez important, puisque c'est un territoire de ce qu'on appelle le Midwest, et c'est le premier à passer ce cap de la légalisation dans le Midwest. Un d'avou, moi j'ai pas la carte sous les yeux, peut-être que toi en régie qui a un ordinateur sous la main, tu l'as sous les yeux. Elle est intéressante, cette nouvelle carte de la légalisation du cannabis. Le Michigan est le 10e État des États-Unis d'Amérique à prochainement mettre en place une légalisation totale du cannabis, ce qui nous donne une carte, on l'avait déjà commenté la dernière fois, qui est assez intéressante, puisque on le sait, l'Ouest est clairement acquis à cette cause. On a un front géographique énorme tout au long de la côte Ouest, en fait. C'est même l'Alaska, ça fait, absolument. Je vais dire de mémoire, tu me corriges si je me trompe, du nord au sud, ça fait l'Alaska pour l'extrême nord. Et si on repasse le territoire canadien, après ça, c'était les pionniers, le territoire de Washington. Oui. Ensuite, des pionniers qui ont mis du retard à passer le cap de la légalisation, c'était la Californie. Il y a l'Oregon. Il y a l'Oregon entre les deux, qui ont rejoint ces deux wagons de tête quelques temps juste après. Donc ensuite la Californie, qui a aussi rejoint le double wagon de tête, puisque le deuxième c'est le Colorado, qui est caché juste derrière, mais pas en bordure océanique, mais si j'ai bonne mémoire, là c'est plutôt les montagnes. Et donc un gros bloc de 4 États de grosses superficies, des 5 États. Un cinquième, parce qu'il y a le Nevada également. Ah oui, j'ai Las Vegas. Las Vegas. C'est vrai. Donc un énorme bloc à l'ouest, à la fois en termes de superficie, en termes de population, et en termes économiques également, puisque la Californie est censée être l'État le plus riche et le plus industrieux de l'ensemble du territoire états-unien, si j'ai bonne mémoire. Je suis pas un fin économiste, excusez-moi, mais je crois, pas vous dire de bêtises. Donc ça c'est la côte ouest qui dominait massivement la carte jusque-là, et on voit que la côte est est maintenant le nord du territoire est en train de lui aussi cerner un centre beaucoup plus conservateur. C'est assez intéressant, notamment ce Midwest, avec des États assez conservateurs de tradition, hein. Et donc une avancée territoriale intéressante de la légalisation du cannabis aux États-Unis par ce oui à ce référendum des midterms, puisque là maintenant c'est la bordure nord, frontalière du Canada. Je le disais tout à l'heure, pour celles et ceux qui connaissent pas du tout la géo états-unienne, c'est la région des Grands Lacs. D'un côté vous avez Ontario et tout ça côté canadien, donc c'est légal depuis jeudi, c'était 17 octobre. 17 octobre, merci d'avou. Et alors que maintenant c'est tout le tour des Grands Lacs où c'est légal, que ça soit côté canadien ou côté états-unien. En tout cas ça le sera prochainement, avec ce Michigan qui s'engage dans la voie de la légalisation totale du cannabis à des fins récréatives. Le cannabis était déjà légal à des fins thérapeutiques là-bas. C'est donc le récréatif qui est légalisé, ou qui va prochainement être légalisé en suivant donc le verdict de ce référendum. Et donc d'après les quelques lectures
lectures qu'on a pu trouver, Davou, pareil, moi, j'ai pas de source précise, mais Non, donc moi tu non me plus. reprends si je dis des bêtises, mais moi j'ai lu que ça serait l'âge légal, c'est habituel aux États-Unis, c'est très souvent 21 ans dans les États qu'on est légal. Donc là-bas c'est ça, c'est 21 ans. 21 On aura le droit de consommer du cannabis à partir de 21 ans, mais on aura aussi le droit d'en acheter et d'en cultiver. L'autoproduction semble faire partie de ce projet soumis à référendum de légalisation. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Je suis pas du tout. Il y a un article dans Radio-Canada qui s'intitule « Le cannabis sera légal au Michigan » et qui est daté du mercredi 7 novembre et qui effectivement confirme tout à fait ce que tu viens de dire. Ah oui, Max. je l'ai, t'as raison. Alors là, ce qu'ils disent dans cet article, c'est que les personnes âgées de 21 ans à plus pourront acheter, cultiver et consommer de la marijuana. Par contre, il ne sera pas autorisé de fumer du cannabis en public. Bon ça nous paraît relativement cohérent quand même, Oui, tout ça. On va peut-être en reparler d'ailleurs du fait de fumer du cannabis en public, puisqu'au Canada, il y en a pas mal qui s'y adonnent apparemment. Mais voilà, 21 ans. Possession, consommation, acquisition et autoproduction légalisée à partir de 21 ans pour les citoyens, citoyennes du Michigan. C'est ce que nous dit Radio-Canada. Écoute, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. L'article précise également que ce seront des entreprises qui seront soumises à la délivrance d'un permis de l'État du Michigan, qui auront en charge la vente, la distribution donc de ce cannabis, et que les gouvernements locaux, alors là je comprends pas forcément très bien, ça veut dire peut-être les autorités municipales ou de comté, puisque chaque division administrative du territoire des États-Unis a une espèce de pouvoir exécutif lui-même. Donc ça doit être les comtés, à l'échelle du comté ou de la municipalité, donc c'est ce qu'ils appellent les gouvernements locaux, pourraient empêcher ces entreprises de s'installer à l'intérieur de leur territoire. Bon, voilà. On a... De toute façon, ce qui n'empêchera pas aux gens qui habitent à l'intérieur de ce territoire de bénéficier de la loi. Non, Voilà. effectivement, au moins pour la liberté de faire usage sans être inquiété par les autorités policières ou judiciaires, ni de l'État, enfin de l'État et non normalement non plus fédéral. On va peut-être y revenir. En tout cas, quand sur la rive d'en face c'est légal, là ça tombe bien parce qu'en face ça marche très très bien la distribution du. Quoique depuis le 17 octobre là apparemment ça marche moins bien. Ouais. On va en reparler aussi. Mais bon. Voilà pour le Michigan. Oui, on a guère plus d'un. Ouais, moi Non, c'est à peu près tout. On va voir dans la pratique ce qui se passe. T'as relevé d'autres États où ça a bougé un peu, Davou ? Oui. Il y a effectivement eu je sais pas si c'est le terme est correct. Bon, effectivement, tu dis référendum. Voilà, je pense il y a eu d'autres votes qui ont été émis dans ce sens-là. Et il y a 2 États. Alors attends, je cherche. Voilà. C'est Par ailleurs, l'Utah et le Missouri, je crois. Missouri, voilà, ont voté en faveur de l'autorisation du cannabis thérapeutique. Voilà. Quant à eux. Alors là, j'ai pas dénombré la quantité d'États qui a légalisé le cannabis pour usage thérapeutique aux Là, il y en a États-Unis, mais c'est beaucoup, beaucoup, là, c'est plus de la moitié des États. On en doit pas être loin de la trentaine, je pense. Là, c'est énorme. Et quand tu regardes la carte, alors il y a Marc Emery qui a fait sur les réseaux sociaux une petite carte qui récapitule l'ensemble des légalisations, qu'elles soient sur le plan récréatif ou sur le plan thérapeutique. Et c'est vrai que lorsque tu regardes la carte, on a vraiment le dessin de l'Amérique, je dirais même un dessin quasi sociologique de l'Amérique, parce que tu vois vraiment qu'il y a tous ces territoires de l'Est américain qui sont vraiment très rétrogrades. Plus tu te rapproches vers le sud, Alabama, tous ces territoires-là qui sont eux, alors totalement réfractaires, et tu vois quand même une grosse tache grise sur l'est de l'Amérique. Mais en revanche, tout autour, là il l'a mis en jaune, Marc Emery, donc medical use only. Je sais pas si c'est Marc Emery d'ailleurs qui a fait la carte, mais enfin c'est lui qui la communique. Et tu en vois partout, quoi, sur l'ensemble du territoire américain. Tu sens que vraiment, il y a eu une prise de conscience qui s'est opérée de manière assez globale là-bas. Par contre, pour la légalisation totale du cannabis, là, ça reste encore un peu problématique. C'est pareil, il y a une phrase dans l'article de Radio-Canada que tu citais, Davou, qui nous laisse penser concernant le Michigan. On va peut-être terminer là-dessus. Cet article dit « La légalisation de la marijuana au Michigan pourrait créer des tensions avec les États voisins de l'Indiana et de l'Ohio, où les électeurs ont clairement rejeté la légalisation du cannabis il y a 3 ans, alors que donc ils avaient aussi une votation à l'occasion des élections présidentielles dernières qui ont... Ouais,
Je pense qu'il faut mettre un peu de guillemets par rapport à cette phrase de Radio-Canada. L'article est excellent et d'ailleurs en général leurs articles sont vraiment pas mauvais concernant le cannabis. Mais en revanche, là, je vois pas, si tu veux, effectivement, l'Indiana et l'Ohio rejettent la légalisation du cannabis. Ils l'ont fait il y a 3 ans. Mais est-ce que pour autant, le fait que le Michigan, État voisin, ait changé de cap et légalisé, est-ce que pour autant ça va créer des espèces de... est-ce que l'Indiana et l'Ohio vont partir en guerre contre l'État du Michigan? Je pense pas, tu vois. Je pense pas que C'est vrai. cet C'est ordre-là, vrai, et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, et ça s'éclaire pas mieux à la lecture de la phrase suivante dans l'article de Radio-Canada, qui nous éclaire pas du tout sur ces éventuelles tensions ou problèmes que ça pourrait occasionner. Ils expliquent ça en ces termes: les autorités de ces États craignent que leurs citoyens ne soient incités de se rendre au Michigan pour consommer du cannabis, évidemment, ce qui ne sera pas sans conséquence lorsqu'ils retourneront chez eux. Oui. Je vois pas très bien les conséquences. Non, je pense que l'idée c'est que s'ils vont au Michigan et qu'ils achètent par exemple une petite quantité et qu'ils peuvent pas revenir avec dans leur état, quoi. Voilà. Ou alors le risque d'importation majorée de cannabis illégal donc sur le territoire, même s'il est acheté légalement dans l'état voisin. Ouais, voilà, peut-être ce petit distinguo, oui, mais enfin pour autant, je pense que les gens sont quand même un tout petit peu responsables et que on est au courant quand même lorsqu'on change qu'on va d'un état à l'autre, on sait qu'il y a des dispositions légales qui sont particulières à chaque état et on fait attention, je pense. Non, c'est pas trop. Ouais. Bon, effectivement. En tout cas, en conclusion, on est bien content. Bien entendu, nous ne sommes pas dupes. Nous nous rendons bien compte que cette légalisation du cannabis à tout usage, en fait, usage thérapeutique, usage récréatif, au Michigan, se passe bien dans des terres encore largement du capitalisme triomphant. Donc, on se réjouit de cette avancée des droits fondamentaux des êtres humains, de pouvoir disposer de son corps comme on le veut, de pouvoir choisir ses plaisirs sans avoir à subir n'importe quelle prescription plus ou moins autoritaire de n'importe quel État qu'il soit. Bref, quand on est grand et vacciné, comme on pourrait dire, ou en tout cas averti, pouvoir faire usage de plantes comme on l'entend, même si celles-ci sont psychotropes. De toute façon, au pire, ces citoyennes des États-Unis ne faisaient pas plus que les autres de mal à autrui en consommant leur cannabis, tout du moment qu'ils ont un comportement responsable dans la vie en général, quoi. Donc ça, on s'en réjouit fortement, mais on se méfie bien évidemment de toutes les dérives industrielles que cela peut engendrer, telles qu'on essaye au maximum de vous les faire toucher du doigt, voire de les dénoncer dans Il y a de la fumée dans le poste, depuis que notamment le Canada prend le train en marche de la légalisation du cannabis, puisque ce sont vraiment les réseaux de l'économie capitaliste, vraiment, clairement. Qui prennent le truc en marche, avec toutes les dérives, tous les effets désastreux, que ça soit sur les populations travailleuses ou sur l'environnement et tout ça que cela peut engendrer. Ça, on est bien sûr très très méfiant et attentif à tout ce qui peut se passer, à tous ces points de vue. Pour autant, on va pas bouder notre plaisir et on est vraiment content de ce qui se passe au Michigan. Et puis peut-être que tu vas en parler un petit peu plus tard, parce qu'il n'y a pas que le Michigan qui ces derniers jours a fait un grand pas. Oui, on va se garder ça pour la fin d'émission, si tu veux bien. Les Absolument. Bonnes nouvelles en provenance d'autres pays. Aujourd'hui, c'est un peu ça, et ça fait plaisir. Je vous ai pas donné le sommaire jusqu'au bout, mais aujourd'hui, on fait un peu le tour des pays où il y a des bonnes nouvelles. Et en plus, on va faire une petite escale par la France. Dans ce cadre-là. Très bien. Bon, bonne nouvelle. Sur une radio d'anarchistes, on verra. Ouais. Alors, je sais pas, justement, comme j'ai pas annoncé le sommaire, Davou, écoute, j'allais te demander ton avis. Tu préfères la faire où, notre prochaine escale? Est-ce qu'on retraverse l'Atlantique pour partir en France, ou est-ce qu'on reste sur le sous-continent nord-américain et on va d'abord voir les Canadiens après notre prochain tour musical? Voir les Canadiens, et puis on peut descendre. Oui, écoute, je te laisse choisir, bien évidemment, mais il va falloir aussi descendre un tout petit peu et aller juste en dessous des États-Unis. Effectivement, mais celui-là, je le garderai bien pour la toute fin. On se le garde pour la fin, avec grand plaisir. Je te laisse décider de ce qui va arriver, Max. Il n'y a aucun souci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre le train de banlieue de Détroit direction la banlieue. Donc, forcément, la banlieue de j'ai oublié le nom, je l'ai pas noté. J'ai un trou de mémoire. Bref, tous les amateurs de ce que certains appellent le proto-punk, le punk naissant, qui a surgi surtout du côté du label Elektra quand même, et beaucoup du côté de Détroit, avec 2 groupes emblématiques qui cachent une multitude de groupes garage, psyché, donc qui s'orientaient de plus en plus vers des riffs
saillant et un do-it-yourself de plus en plus marqué. Donc vous avez compris que forcément qui parle Détroit, musique de Détroit parle MC5 et Stooges. C'est bien sûr les Stooges qu'on va vous proposer tout de suite avec un premier morceau, ça sera sans doute le seul, incontournable Stooges, du coup on va peut-être pas s'attarder dessus, mais un petit 1969. J'ai choisi le mix de John Kell, tiens, pour changer un peu, tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste, spécial Détroit. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mètres, sans publicité de la Fédération Anarchiste 89.4 FM ou www.radio-libertaire.net. C'est Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris. Actualité des drogues en général et du cannabis en particulier. Oui, vous écoutez Il y a de la fumée dans le poste. C'était les Stooges. Est-ce que je présente ce morceau? À part que c'est pas le mix habituel de 1969 des Stooges, c'est celui fait par John Kell. Ça nous change un peu. C'est sorti chez Elektra en 1969, mais ça, c'est donc le mix de John Kell qui a été publié pour la première fois en 2005. On continue donc avec l'Amérique du Nord. On était au nord des États-Unis, et ben on va au sud du Canada maintenant. On a pris notre barque et nos rames, Davou et moi-même. Chacun sa rame pour traverser les Grands Lacs. Ça doit pas être du rapide à faire, ça. Mais bon. Il fait froid. Ouais. Je sais pas si les trafiquants utilisent cette voie-là, la voie maritime via les Grands Lacs pour importer, dans un sens ou dans l'autre, hein, on sait pas, des substances interdites, mais ça doit pas être évident. Hein, c'est encore plus long que la traversée du lac Léman, hein, bien plus long. Donc voilà, donc le Canada. On vous en a abondamment parlé dans toutes les dernières éditions d'Il y a de la fumée dans le poste, avant l'édition historique d'il y a 2 semaines, qui était la dernière avant la légalisation. Bon bah là ça y est, cette légalisation est effective. On va revenir très très rapidement dessus. Il y a 2 semaines, on n'avait pas eu le temps de l'évoquer, mais il y avait des articles quand même pas mal, hein, Davou, toi qui fais beaucoup la revue de presse internationale, qui en provenance du Canada, qui annonçait, avant même l'ouverture du marché légal du cannabis au Canada, une pénurie à venir qui serait franche et rapide, apparemment. Et bah apparemment, on s'était pas trompé. Hein. J'avais des chiffres il y a 2 semaines, je les ai repris avec moi. Bon, on va peut-être pas vous assommer de chiffres. Allez, on va juste vous raconter que ça, on vous l'avait déjà raconté il y a 2 semaines, hein, que les files d'attente massives avaient eu lieu, comme elles avaient eu lieu aux États-Unis, dans les mêmes circonstances dès le 17 octobre, que la demande a été massive dès le début, et que de nombreuses voix s'élevaient pour craindre, pour dénoncer une pénurie inévitable qui allait forcément arriver. Bah ça y est, elle est arrivée, la pénurie, c'est clair. Et il y a un très bon article, toujours Radio-Canada, hein, ils publient beaucoup sur ce sujet-là, Radio-Canada, et ils sont relativement intéressants dans leur contenu, donc c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup pour l'émission. Un article intitulé 300 employés de plus à Santé Canada pour accorder des permis de production de cannabis. Et vous l'avez compris, c'est bien sûr pour pallier cette pénurie de cannabis. C'est un article de Radio-Canada daté du 1er octobre, donc même pas 2 semaines après l'ouverture du marché. Santé Canada a embauché 300 employés supplémentaires. C'est ce que nous explique Radio-Canada, pour traiter plus rapidement les demandes de permis des producteurs de cannabis et mettre un terme aux pénuries que connaissent les différentes succursales de vente légale du produit à travers le pays. Et l'article nous dit bien à travers l'ensemble du pays. Il n'y a aucun territoire, aucune province canadienne qui a l'air d'échapper, à peine 15 jours après, on est le 1er novembre au moment de la publication de l'article, à échapper à cette fameuse pénurie qu'on nous promettait dès début octobre. Et donc Santé Canada, en fait, c'est le nom un peu tapageur, un peu moderne, un peu marketeux, voilà, du ministère de la Santé canadien, à l'échelle fédérale, parce que là aussi c'est un État décentralisé, le Canada. Donc c'est le nom du ministère. C'est Thierry Belair, le porte-parole de ce ministère de la Santé fédéral, qui est intervenu dans les médias canadiens pour expliquer que le gouvernement s'attaquait à ce problème d'approvisionnement du marché du cannabis légal. Si on veut concurrencer un marché du cannabis illégal, sans mauvais jeu de mots, très florissant depuis des dizaines d'années au Canada. On vous en parlait souvent, les Hells Angels, les dispensaires, etc. De nombreuses fois, on vous a raconté ces histoires-là. Il y a de la fumée dans le poste au cours des 10-12 dernières années. Vraiment, ils ont un marché illégal très important à concurrencer sur le marché légal. Donc, c'est très embêtant cette pénurie à divers points de vue, dont celui-ci. Donc, Thierry Belair est monté au créneau. Il a convoqué la
presse et il a essayé de convaincre tout le monde que le gouvernement s'attaquait frontalement à cette question. Première citation de Thierry Belair, porte-parole du ministère de la Santé canadien. La mise en œuvre du nouveau régime juridique qui permettra de mieux protéger les Canadiens n'est pas un événement, c'est un processus. La demande pour certaines souches pourrait être plus importante que pour d'autres, mais nous sommes persuadés que l'industrie est bien positionnée pour fournir le produit au fur et à mesure que les consommateurs passent sur le marché légal. Fin de cette première citation. Ce qui n'empêche pas des tas de gens, alors notamment du côté des producteurs de cannabis, le premier à intervenir dans l'article, c'est le docteur Radza Bokhari, il est coprésident du conseil d'administration et chef de la direction par intérim de FSD Pharma, producteur de cannabis en Ontario, qui déplore que, ouvrez les guillemets, certains de ces obstacles je vous précise, administratifs, ne sont pas nécessaires, c'est assez lourd. Sa boîte, lui, a reçu un permis pour cultiver le cannabis il y a 1 an. Or, ce permis ne lui autorise toujours pas, 1 an après, de vendre sa production. Il a le permis de cultiver, mais il n'a pas le permis de vendre sa production, ce qui paraît effectivement facilement un peu ubuesque comme situation. L'article précise qu'il y en a pas mal d'autres dans sa situation. Ce serait 132 producteurs de cannabis qui ont été approuvés par le ministère, qui, sur ces 132 producteurs, au total, nombre total approuvé par le ministère canadien de la Santé, ils sont seulement 78 à avoir réussi à obtenir cette autorisation de vendre leurs produits. Ça fait donc une petite moitié des producteurs autorisés qui ont le droit de produire, mais qui n'ont pas le droit de vendre le fruit de leur production. Ce qui est donc effectivement assez particulier comme situation et ce qui n'aide pas à assouvir la demande apparemment assez importante quand même, faut bien l'avouer. Il y a divers gens qui interviennent, on va pas s'apesantir, on va quand même citer l'exemple du Québec, puisqu'on l'a beaucoup évoqué, Davous, cet exemple du Québec, une province... Oui, notamment grâce à Cachou, qui était là-bas et qui nous a fait un bon descriptif il y a 15 jours. Voilà, c'est dans l'émission d'il y a 15 jours, on vous y renvoie sur le blog il y a de la fumée dans le post.blogspot.com par exemple, ou sur radio-libertaire.net. Parce que au Québec, on avait bien craint pas mal de problèmes au Québec à travers une réglementation beaucoup plus restrictive que la réglementation fédérale, par exemple, et un mode d'agrément par une société étatique qui s'appelle la Société québécoise du cannabis, désormais célèbre, sur Internet elle est très célèbre, sous son petit nom de SQDC, qui elle a décidé carrément de fermer ses magasins 3 jours par semaine au bout de 10 jours. Donc le 27 octobre, la SQDC était déjà obligée de fermer ses magasins 3 jours sur 6 ou 7, on va dire. Chez les ultralibéraux, ça doit pouvoir ouvrir à peu près toute la semaine s'ils le veulent, pour pouvoir, leur stock ne leur permettait que, on va dire, 1/3 à la moitié de l'amplitude d'ouverture habituelle normale de ce genre d'établissement, au bout de 10 jours seulement. Donc effectivement, ils se sont fait dépasser clairement. Au Manitoba, qui lui aussi semblait un peu frileux à travers son approche de cette légalisation canadienne, là on nous annonce dans cet article de Radio-Canada une pénurie qui pourrait s'étendre pendant les 6 mois qui viennent au minimum. En Ontario, on nous dit que les premiers magasins qui n'ouvriront qu'en avril prochain, c'est pour ça, faute d'approvisionnement, semble-t-il, ces magasins n'ouvriront que à partir du mois d'avril, c'est-à-dire donc plus de 6 mois après, 6-7 mois après le reste du territoire, quand même. Par contre, il y a déjà la vente en ligne en Ontario, on vous l'avait dit, et elle a été submergée, nous apprend cet article. Ce serait au moins 150 000 commandes qui ont été passées dès la première semaine, ce qui a occasionné, bien évidemment, des retards de livraison très importants. Avec donc des plaintes, forcément, d'Ontario, c'est là-dessus que se termine l'article de Radio-Canada. Des plaintes, ça serait plus de 1000 plaintes qui auraient été posées concernant... Alors c'est plus la SQDC, on n'est plus au Québec, on est en Ontario. Là-bas, l'agence étatique s'appelle la Société ontarienne du cannabis, la OCS, qui donc s'est vue recevoir plus de 1000 plaintes depuis sa mise en place et l'ouverture du site internet le 17 octobre. Les plaignants se plaignent donc notamment de retard de livraison, de problèmes de facturation, de mauvais services à la clientèle, etc. etc. On n'avait pas eu le temps de faire le détail des oiseaux de mauvais augure de cette ouverture du cannabis, dont le Blogspot faisait partie, dont tout
un tas de gens dont le cirque est proche, par exemple, fait partie, et finalement ces gens-là avaient l'air d'être plutôt dans le vrai. Un petit mois à peine après, tout ça semble se vérifier. Un autre article, Davou, je sais que tu l'as vu, celui-là, si tu veux en parler toi-même, fais-moi un grand signe parce qu'il est très sympathique cet article. Non, tu ne veux pas, apparemment. Non, je sais pas que je veux, je sais pas lequel tu parles. C'est celui sur la police de Regina. Je prends 3 minutes pour vous en parler parce qu'il est vraiment joli. C'est toujours sur le site de Radio-Canada qu'il a été publié également en date du 1er novembre dernier. Il s'intitule « Plus de gens fument de la marijuana en public », dit la police de Regina. Oui, pardon, c'est le chef des flics de la police de Regina. Donc c'est dans une province que je connais pas trop. Elle a un nom bizarre, ou alors c'est un comté, enfin je sais pas trop. En tout cas, ça se passe au Canada, bien sûr, là où donc le cannabis est partout légal depuis le 17 octobre dernier. Ça se passe à Saskatchewan. Je le dirai qu'une seule fois, je pense, pour pas trop l'écorcher. C'est une province, c'est une province ça doit du venir Canada. du langage amérindien, j'imagine, vu sa sonorité linguistique. Et donc c'est un très joli nom. Et, dans cette province, dans notamment la localité de Regina, eh bien le chef de la police s'était penché auprès des journalistes de Radio-Canada et il y fait quelques déclarations très mignonnettes que vraiment je résiste pas au plaisir de vous les livrer. Donc il faut savoir que dans cette région du Canada, la consommation du cannabis dans un lieu public est strictement interdite. Or, apparemment, les citoyennes ont l'air de désobéir plus ou moins sciemment à cette interdiction. Et le chef de la police, il s'appelle Evan Bray, donc au micro de Radio-Canada, affirme lui avoir, pendant cette première période de légalisation, avoir mis l'accent sur la sensibilisation plutôt que de se concentrer sur les sanctions. Et voici comment son propos pour expliquer cela. Ouvrez les guillemets, donc c'est le chef de la police de Regina au Canada qui vous parle. Nous avons vu beaucoup de gens consommer en public. Nous n'avons pas fait appliquer la loi qui interdit donc. Nous n'avons pas fait appliquer la loi, nous avons fait beaucoup de pédagogie et de communication à ce sujet. Il rajoute un peu plus loin, ce chef de la police, « J'ai personnellement rencontré une personne l'autre jour. C'était une expérience positive. Cette personne consommait à des fins médicales et elle avait les papiers pour le prouver. » Hors citation, dans l'article, on nous dit qu'il précise également que dans l'ensemble, il n'a pas assisté à un changement dans le comportement des gens. Ça mérite peut-être un petit commentaire d'avou. Pourquoi il y aurait eu des changements de comportement des gens à attendre ? Mais oui, c'est stupide, non ? Pourquoi ils n'avaient pas un comportement responsable avant, ces gens-là, et il leur faudrait que la loi change pour qu'ils adoptent un comportement responsable ? Ouais, voilà, c'est incroyable, c'est vraiment bizarre. Et puis, ce qui est quand même significatif aussi dans le propos de ce chef de la police, c'est quand même que tu vois que le mec, il est face à un constat hyper pragmatique, quoi. Il n'est pas en train de dire malheureusement autour de moi il y a tellement de gens qui fument que je peux rien faire, comme s'il était impuissant devant une situation. Non, il semble simplement constater que les gens sont responsables dans leurs pratiques, grands. Et puis voilà, que les individus, si on leur accorde un peu de liberté, ils n'en feront pas n'importe quoi. Et que ça soit légal ou illégal, ça n'y change rien. Ça, de toute façon, ça, c'est les individus qui choisissent leur comportement. Or, espérons que l'émancipation, même si elle est loin d'être encore bien partagée en Occident, qu'au moins cette émancipation-là de la responsabilité individuelle, chez les amateurs et amatrices de cannabis, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas plus répandue qu'ailleurs. Ça paraît effectivement très étrange. Mais bon, écoutez, c'est encore comme ça qu'on voit les choses au Canada, ce qui ne nous surprend pas quand on vit en France, bien évidemment. Il y a des comportements tout à fait à risque, voire, là le mot est un peu fort, mais il y a des comportements déraisonnables du temps de la prohibition. Ouais. Bon, il y en a encore effectivement du temps où à partir du moment où c'est légal, mais il n'y en a pas plus, pas moins. Et justement, je pense que au contraire, il peut y en avoir moins dans la mesure où une approche différente que la prohibition, que l'interdit, permet aussi de faire passer des messages avec une autre substance que « oulala, c'est mal, oulala, c'est mal ». Une vraie prévention va aussi permettre à des gens qui avaient un comportement problématique, ou déraisonnable, voire à risque, d'avoir un message d'information qui va peut-être leur permettre de changer un peu ce comportement-là. Donc, c'est pragmatiquement plutôt positif. Et le constat du chef des coins de là-bas, il est plein de bon sens, quoi. Voilà, faut quand même le dire. On voit
presque même une première illustration de ce que tu viens de dire, Davout, dans son attitude, quand il nous dit qu'il a rencontré personnellement un malade qui consomme du cannabis à des fins thérapeutiques, et ça lui a donné l'occasion de parler avec lui, apparemment, si on lit entre les lignes de sa déclaration, et donc de mieux comprendre cet usage thérapeutique du cannabis, de mieux comprendre pourquoi il a toute sa place dans nos sociétés et tout ça. Ce même Evan Bray, toujours chef des cognes, comme tu dis, de Regina, donc, finit en constatant que des personnes, quand même, pas mal de personnes avaient été surprises en train de fumer du cannabis en plein air. Là aussi, j'ai envie de dire, on les comprend, après des décennies de prohibition, c'est vrai que t'as envie d'aller fumer un peu de liberté dans l'espace public. J'avoue que si on légalisait en France demain, c'est sûrement un des premiers réflexes qu'auraient beaucoup de gens, et on peut m'en compter, on peut m'y compter, je pense. Effectivement, on aura envie de se légitimiser peut-être plutôt. Enfin bref, ça peut tout à fait se comprendre. Et alors il manque pas d'humour, le flic, quand il commente en toute fin de cet article cet aspect-là des choses, puisqu'il nous dit donc que des personnes ont été surprises en train de fumer en plein air. Alors certaines ont déclaré qu'elles ne connaissaient pas les règles, et d'autres les violaient sciemment. Il y avait les deux apparemment. Et voici la citation de monsieur Evan Bray qui commente ceci. Ouvrez les guillemets. Certaines personnes ont dit à nos agents, c'est légal et je suis fier de dire que je suis une personne qui aime profiter de la marijuana à des fins récréatives. Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est l'illustration du propos que je disais. Surtout chez les militants, quand ça fait tellement longtemps qu'on a un comportement responsable, qu'on affiche malgré la prohibition et les risques pénaux donc qui sont inhérents à cette prohibition, ce comportement responsable, qu'on l'assume malgré son illégalité, que le jour où ça devient légal, oui, bien sûr qu'on va avoir envie peut-être de l'assumer encore plus ouvertement. Donc on peut le comprendre, cet individu qui déclare aux agents de police qu'il est fier et tout ça. Ouais, et puis ça se passe tellement bien que le flic, comment tu l'appelles, Evan Bray. Evan Bray, voilà. Lorsqu'il constate ça, il constate pas une attitude problématique, puisqu'il sort pas sa matraque. Non. Il va vers les gens et il discute avec eux et il essaye de comprendre leur situation individuelle. C'est pas inintéressant. Je te lis quand même la conclusion de l'article, puisque c'est la dernière citation d'Evan Bray. Ouvrez les guillemets. Mais la réalité, c'est qu'il y a certaines interdictions concernant les lieux où on peut en profiter. Fin de citation, rappelle-t-il. Fin de l'article. Quand même, faudrait voir à ce que la liberté ne soit pas trop totale. C'est le chef des cognes. J'ai rien à dire. Voilà, c'était notre petit tour au Canada pour cette quinzaine. On va peut-être pas en reparler trop dans les émissions qui viennent. On va pas en parler trop, mais c'est quand même important de le relater parce que malgré tout, tu te rends bien compte qu'il se passe pas un déchaînement comme on veut nous le faire croire en ce moment. Comme par exemple porte le discours d'un mec qui s'appelle Jean Constantin et qui à l'heure actuelle a trouvé une tribune principale pour s'exprimer qui s'appelle le site internet d'extrême droite Boulevard Voltaire. Il t'a vénère avec ça. Oui, non, Constantin. mais si tu veux, non, c'est pas que ça m'énerve, mais je trouve ça significatif que ces mecs sortent du bois. Lorsqu'ils s'expriment, ce type-là, il s'exprime sur un site d'extrême droite. Ouais. Et donc le discours de ces anti-prohibitions, il faut bien le comprendre que finalement, in fine, où est-ce qu'il va trouver un écho ? À l'extrême droite, quoi. Rien d'autre, quoi. Dans les milieux, dans ce qui est de plus rétrograde dans notre société, dans des milieux qui portent des idées vraiment mauvaises pour tous, quoi. Voilà. Donc, on n'a pas, au Canada, on n'assiste pas à un déchaînement des comportements problématiques. Non, pas du tout. Les gens sont dans une attitude responsable, individuellement responsable, et ça se passe plutôt bien. C'est cool. Noter, quoi. Tiens, j'ai pas dit d'ailleurs que dans le chapeau de l'article, Radio-Canada disait que la police locale, là, notait pas d'augmentation de conduite en état, que je sais plus comment ils disent les Canadiens, mais de conduite sous l'emprise du cannabis, quoi. Il n'y a pas eu de comportement les flics eux-mêmes. À travers ce chapeau, on peut comprendre que les flics eux-mêmes n'ont pas noté de hausse des comportements problématiques et notamment au volant. Pas de problème de ce côté-là à l'occasion de l'ouverture de la légalisation du cannabis au Canada depuis le 17 octobre. Et puis tu relatais il y a quelques temps de ça, Max, ça c'est une situation que je connais pas forcément parfaitement précisément, mais les quelques études qui ont été menées dans des pays où la décriminalisation a été actée, on s'est bien rendu compte qu'in fine, la consommation arrivait même à baisser. Bah oui, en général. Donc, voilà, il faut être... Le meilleur exemple restant un exemple qui date pas d'hier, le Portugal. Voilà, Portugal, toujours. Bien sûr. Mais statistiquement, c'est le meilleur de tous les exemples, puisque là-bas, c'est l'usage de toutes les drogues qui est décriminalisé. C'est un des rares pays au monde, et peut-être le premier à l'avoir fait, d'ailleurs, parce que ça date des années 90. Le premier pays, peut-être au monde, donc, dès les années 90, à décriminaliser totalement
l'usage de toutes les drogues. Décriminaliser l'usage, le simple usage, pas la distribution. Rassurez-vous, braves gens moralistes qui, même si vous avez qu'il y en a chez les fumeurs et les fumeuses, attention, il y en a... Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est sous ce régime de décriminalisation de l'usage des drogues que le Portugal a réussi, au bout de quelques années seulement, à afficher un des plus bas taux de consommation par la population de drogues en général. Effectivement. Voilà, rappelons qu'en France, où l'interdit triomphe et il est la règle depuis 1970, nous sommes champions d'Europe de la consommation. Et voilà. Bon, Davou, on a bien fait de rester sur le continent nord-américain un petit peu plus longtemps et pas de traverser l'Atlantique tout de suite, puisque du coup, la transition est encore meilleure. On va quand même refaire une petite escale à Détroit, puisque voici venir le Marvin Gaye précédemment annoncé. Mais on va ensuite traverser l'Atlantique pour aller en France, et on va encore parler de flics. Et ça sera, je l'espère, on verra, on vous laisse juge, une bonne nouvelle. Incroyable. On laisse le suspense, le temps de ce Marvin Gaye tout de suite pour se détendre un peu dans notre spécial Michigan de Il y a de la fumée dans le poste de ce 11 novembre 2018 sur Radio Libertaire, bien sûr. Radio Libertaire, la voix sans Dieu sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Vous nous écoutez sur 89.4 FM ou sur www.radio-libertaire.net. Je dis pas d'erreur, je crois pas. Ouais, tout à fait. C'est Il y a de la fumée dans le poste qu'entame sa seconde heure en direct. Tu sais, les morceaux sont enchaînés, j'ai un mal fou à le couper. Ouais, non, mais tu peux le laisser en lit, en tapis, pardon, aussi longtemps que tu veux. Écoute, ça ne me dérange pas. C'était un extrait du célébrissime. Est-ce que je le présente celui-là aussi? Je devrais pas avoir à le présenter normalement. C'est What's Going On, bien sûr, l'album mythique de Marvin Gaye, émérite représentant de la... Alors lui, il est pas vraiment de Détroit, mais c'est quand même une figure emblématique de la Tamla Motown, et notamment cet album que j'avais pas envie de contourner aujourd'hui quand on évoque le label de Chicago, le label de soul music états-unien, tel qu'était la Motown, de Détroit, donc basé à Détroit, le label, avec cet album. Davou, toi qui es plus spécialiste que moi, c'est 69 ou 71 What's Going On? 71. 71. Et donc, j'ai vérifié. D'accord, merci. Tu me fais plaisir parce que j'aime être précis sur ces choses-là, parce que c'est quand même un album particulièrement politique de Marvin Gaye. Il délaissait un peu les préliminaires érotiques qui sont quand même son fond de commerce de base habituel, quoi. Parce que c'est ce que je dis toujours, les disques de Marvin Gaye, c'est des disques de chambre à coucher, hein. C'est à ça que ça sert, et puis voilà, quoi. C'est pas pour danser, hein. Non, c'est pour après. Et donc, là, il s'engageait vers une analyse plus politique qu'érotique que d'habitude de la société de l'époque aux États-Unis. Et donc, il est très intéressant. Il évoque même les problèmes de drogue qui touchaient les classes pauvres, défavorisées et coloré de Détroit ou d'ailleurs dans cet album et tout ça. Donc vraiment, je voulais pas le contourner, ce What's Going On, avec ce magnifique morceau que j'adore, notamment pour ses arrangements fabuleux, qui s'intitule Right On, le premier de la phase B de ce What's Going On de Marvin Gaye. Mais nous revoilà en France pour notre petite escale française aujourd'hui. Oui, aussi, on a décidé de pas trop se regarder le nombril cette quinzaine. Il y a de la fumée dans le poste. Mais comme on a eu pour une fois une vraie, non, peut-être pas, hein. En tout cas pour moi, allez, j'assume, c'est une bonne nouvelle à vous annoncer en provenance de France, même si ça concerne la police. Je vais céder en quelque sorte la parole à Cachou, même s'il n'est pas au téléphone. Je vais vous lire le dernier communiqué de presse de la Fédération des cirques qui a été publié jeudi 8 novembre, donc il y a 3 jours, et qui est intitulé « Enfin, un collectif policier anti-prohibitionniste ». Je répète, vous avez bien entendu, c'est en France que ça se passe. Moi-même, je l'ai appelé de mes voeux à ces mêmes micros plusieurs fois. Donc, je vois pas pourquoi je ferais la fine bouche aujourd'hui, c'est la réalité. Je répète le titre, enfin un collectif policier anti-prohibitionniste. On va vous en parler pendant 5-10 minutes. À vous de vous faire bien sûr votre propre opinion, mais ça y est, des flics sortent du bois pour s'opposer à la prohibition du cannabis en France. Et quand on milite longuement pour cette cause-là, on peut penser que c'est un événement au moins notable qu'il faut souligner et même saluer. Voici ce communiqué de presse donc de la Fédération des cirques publié jeudi dernier le 8 novembre 2018.
Voici un peu plus d'un quart de siècle que des usagers de drogue ont décidé de s'organiser, en dépit d'une répression féroce et impitoyable. Ceci pour répondre d'une part à la propagation des virus du sida et de l'hépatite chez les injecteurs abandonnés à leur triste sort par les autorités, entre parenthèses c'est l'association ASUD essentiellement, une prolifération de substances dans les soirées festives, entre parenthèses cette fois-ci c'est Technoplus, mais aussi à une propagande mensongère à l'égard du cannabis et de ses amateurs. Bien évidemment, vous trouvez les 4 lettres CIRC dans CIRC dans cette dernière parenthèse. Tout exige une profonde révision de la politique des drogues en France. Parmi les professionnels de santé investis dans le champ de la réduction des risques, nombreuses sont les organisations ayant rejoint ces associations. Des personnalités ne cessent également de s'exprimer en ce sens, qu'il s'agisse d'artistes, de journalistes, d'écrivains, de juristes et même parfois de politiques. Il était cependant jusqu'ici une corporation contrainte à suivre la pensée dominante de l'État et du ministère dont elle dépend, celui de l'Intérieur. L'initiative est donc suffisamment importante pour que le cirque la salue et surtout l'encourage. Le PCP, je vais souvent rigoler parce que c'est le nom d'une drogue également. Le PCP pour Police contre la prohibition vient en effet de voir le jour. Et c'est tout neuf de cette semaine, c'est quand même l'événement de la semaine sur la scène des politiques des drogues en France. Ça, c'était moi qui le rajoutais. Le PCP donc vient de voir le jour. Il s'agit d'un collectif de policiers, policières et gendarmes en fonction ou à la retraite, en totale dissidence avec le dogme prohibitionnisme dont ils ont pu mesurer sur le terrain les dégâts tant sanitaires que sociaux. La France était l'un des rares pays où la profession de policier ou gendarme interdisait de tenir un autre discours. Les syndicats professionnels relaient généralement la politique gouvernementale, particulièrement ces derniers temps avec les amendes forfaitaires qu'ils réclamaient à grand renfort de lobbying. PCP est sans doute la dynamique qui manquait au mouvement antiprohibitionniste français. Son manifeste, consultable sur son site web, est d'une justesse irréprochable tant il s'appuie sur des faits et surtout l'expérience de professionnels de terrain confrontés quotidiennement aux conséquences malheureuses du dispositif répressif. Bénédicte Desforges, ex-lieutenant de police et cofondatrice de PCP, participera à la conférence de presse du collectif d'organisation dénonçant la mise en place des amendes forfaitaires pour les stupéfiants le 13 novembre à 9h au siège de Médecins du Monde. Je peux vous en dire plus. Alors ça aussi, c'est l'autre événement militant de la quinzaine, on va dire, puisque ça, c'est cette semaine qui vient que ça va se passer. C'est mardi 13, à 9h, au siège de Médecins du Monde. Ça se trouve au 62 de la rue Marcadet, dans le 18e arrondissement de Paris. Ça dure de 9h à 10h30. Cette table ronde, ça faisait longtemps. C'est aussi à saluer, cette initiative, je trouve, parce que ça fait longtemps qu'un tel collectif n'avait pas réussi à se fédérer autour de la question de la dénonciation de la prohibition des drogues et notamment plus particulièrement celle du cannabis en France, puisqu'on trouve vraiment un joli panel de gens impliqués dans cette question et dans cette cause militante qui vous invite donc, qui invite essentiellement les médias à une petite sauterie chez Médecins du Monde. Donc moi je suis au courant, forcément, je connais certains des responsables de ce truc-là, et donc je peux vous dire que mardi sera publié un livre blanc signé de toutes ces associations. Alors je vais en nommer quelques-unes, je vais forcément en oublier parce que je vous fais ça de tête, donc excusez-moi. Tu veux que je recherche ça ? Attends. C'est pas forcément très évident à trouver. Ils ont bien fait le travail, très franchement, je peux déjà le dire, même si c'est pas encore franchement publié. Mais le travail c'est un vrai travail de fond et sérieux contre les lois de prohibition du cannabis en France, et notamment sur le terrain du thérapeutique, mais aussi du récréatif, à travers la publication ce mardi qui vient, lors de cette table ronde, d'un livre blanc signé par tout un tas d'associations. Donc on y trouve bien sûr les historiques, le cirque Technoplus à Sud, on y trouve nos copains-copines de Principes Actifs, l'association des malades qui se soignent au cannabis également. On y trouve les petits nouveaux, Normal France, donc l'émanation française du lobbying états-unien anti-prohibition du cannabis. On y trouve la Fédération Addiction, on y trouve ce
nouveau collectif de flics contre la prohibition. C'est pas FCP, c'est PCP, les policières contre la prohibition, dont je vais encore un petit peu vous parler. Bref, un front uni pour une fois, enfin en tout cas depuis un petit moment, et relativement complet du paysage anti-prohibitionniste français, qu'il soit associatif ou un petit peu plus institutionnel, notamment pour ce nouveau collectif donc de flics qui s'engage. C'est tout nouveau, hein, ça date de cette semaine, la publication donc de la création de PCP, le collectif de policiers contre la prohibition, dont vous parlez le communiqué de presse de la Fédération des cirques. J'y reviens tout de suite après vous annoncer deux autres choses qui sont pareilles, hein, qui nous concernent pas beaucoup. Il y a de la fumée dans le poste et à Radio Libertaire. Peut-être même encore moins que les flics, vous allez voir où ça se passe et tout ça. Mais il y a une autre table ronde qui a lieu cette semaine, donc tout ça pour vous dire que sur le front du cannabis, notamment thérapeutique, même en France, ça bouge là ces temps-ci. Vous vous souvenez peut-être, on vous l'avait dit, qu'un comité d'experts a été nommé au sein de la NSM, l'institution en charge du secteur du médicament en France, pour évaluer le potentiel du cannabis thérapeutique. En parallèle à tout ça, donc là, il y a un laboratoire qui s'appelle InVivo Food and Tech qui invite son monde à une table ronde en présence d'une dizaine de représentants d'associations de patients et d'aidants, de spécialistes du traitement de la douleur, d'utilisateurs et d'associations de lutte contre les addictions. Ça se passe le vendredi 23 novembre 2018 de 8h30 le matin à 11h au club chez Com Public, 10 rue de 16 dans le 9e arrondissement de Paris. C'est Métro Madeleine. Oui, là, on est nettement plus dans les beaux quartiers et chez les gens vraiment autorisés, hein. Encore plus qu'avec Médecins du Monde et compagnie, quoi. Mais bon, c'est intéressant. C'est une table ronde autour de l'usage thérapeutique du cannabis, et je vous certifie, puisque ça c'est si je suis au courant de tout ça, c'est via le site internet de Principes Actifs, principesactifs.org, notre association, nos copains, copines malades qui se soignent au cannabis et qui militent pour faire valoir ce droit-là et le droit de produire eux-mêmes leurs médicaments. Donc que je sais tout ça, donc il y aura des malades, il y a différents thèmes de discussion, des tables rondes autour de ces thèmes pour partager les expériences, partager les pratiques, partager les connaissances autour du cannabis thérapeutique, de ses indications, de son emploi, de sa production, etc., etc., etc. Et un troisième encore, est-ce que je l'ai ? Oui, je l'ai, qui nous concerne encore moins. C'est le député de la Creuse, vous savez, Jean-Baptiste Moreau, là, qui se sent des vocations de reconvertir la Creuse en grenier à chanvre thérapeutique de la France à moyen ou court terme, apparemment. On vous en avait parlé cet été. Il avait fait sa première sauterie cet été en Creuse directement. Et bien, il remet ça avec son pote, le sénateur du Morbihan. Lui, il s'appelle Joël Labbé. Je crois qu'il est socialiste, lui. Si j'ai bonne mémoire, mais c'est sous toute réserve, donc. La mémoire, hein, vous savez, vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste. Ça se passe le 5 décembre prochain. C'est de 10h à 12h30 dans la salle Colbert de l'Assemblée nationale. C'est vous dire si on n'ira pas. Ou alors, à mon avis, on se fera refouler à l'entrée à cause du contenu de nos sacs à dos. Donc, ça sera impossible. Et donc, on n'ira pas, mais sachez-le, hein, histoire d'être vraiment exhaustif dans Il y a de la fumée dans le poste. Puis surtout de vous montrer que quand même dans des secteurs assez inattendus, sur des terrains plutôt assez inattendus, le terrain très institutionnel, législatif, ça bouge en ce moment. C'est donc à l'occasion de la nomination de ce comité d'experts au sein de la NSM que ces deux sénateurs, ce député plutôt, et ce sénateur organisent ce colloque au sein de l'Assemblée nationale, juste histoire de vous montrer que même sur le plan institutionnel, en ce moment, ça bouge au moins sur le front thérapeutique. Voilà, on se remonte le moral comme on peut. Non, c'est important, mais faut le signaler, et puis on se bat assez sur ces questions-là pour signaler que ça avance, mine de rien. À petits pas. Ouais. On va en revenir aux flics du coup, si tu veux bien, Davou, mais avant, toi, j'aimerais savoir quand même ton point de vue. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, tu veux pas qu'on lise le tu préfères avant d'abord ? Ouais, ça me semble pas inintéressant. Moi, je voulais quand même encore insister, puisque Cachou se mouille au nom de la Fédération des cirques. Bon, nous, il n'y a plus de Cirque Paris, donc je représente que moi-même quand je parle à ce micro. Il n'y a plus de groupe actif à Paris, donc nous, on est là en tant qu'animateurs de Radio Libertaire, des individus qui nous exprimons en essayant
d'avoir une parole intelligente et intelligible, bien sûr, anti-prohibition du cannabis, bien évidemment, dans l'esprit de ce que faisait le Cirque Paris quand il était aux manettes de cette même émission dont je faisais partie également à l'époque. Toi un petit peu moins, c'est pour ça que je prends le temps de préciser ça, mais moi je me réjouis vraiment, comme Cachou, hein. J'appuie le trait de Cachou, je l'avais déjà dit à ce micro, on aimerait voir des flics courageux dénoncer cette prohibition, puisqu'ils sont aux premières loges de certains de ces effets pervers de cette prohibition. C'est même eux malheureusement qui les créent, ces effets pervers de ces prohibitions, dans une application souvent stricte et brutale de l'arsenal répressif français. Donc je voulais quand même dire que je souscris assez profondément au communiqué de presse que j'ai lu précédemment. Et donc maintenant je vais vous lire. Oui, dis-vous. Et moi pas tellement, donc on va y revenir. On va y revenir, d'accord. Je vais pas vous lire le manifeste qui est long et qui est un peu chiant puisqu'il est dans un style très citoyenniste policier. Donc c'est pas du tout le genre de la maison. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout pour tout vous dire. Mais je vais vous lire quand même le texte d'accueil qu'on trouve sur le site de ce collectif. L'adresse internet de leur site, c'est stoplaprohibition.fr. C'est le PCP donc qui vous explique, qui fait le point d'étape d'où on en est en France par rapport à la politique du cannabis. Un point de vue de flic, donc je vais vous donner, qui, je pense vous allez le voir, est tout à fait presque similaire à notre point de vue habituel, celui qu'on développe dans Il y a de la fumée dans le poste. Ce petit texte d'accueil s'appelle « Réformer la politique des drogues en France ». Il nous dit: la France est le pays le plus répressif d'Europe en matière d'usage de stupéfiants. Mais c'est aussi un de ceux où l'on trouve le plus de consommateurs, notamment chez les plus jeunes. La guerre à la drogue et à ses usagers menée depuis presque 50 ans n'a pas eu les effets supposés par la prohibition. L'usage de drogue est insensible à l'arsenal législatif et la prohibition ne profite qu'au marché noir et au crime organisé. La répression est une entrave à la prévention, l'information, l'accès aux soins et la réduction des risques, qui devraient pourtant être des priorités absolues. La répression des usagers n'est pas dissuasive et elle a un impact insignifiant sur la résolution des enquêtes de trafic. La répression de l'usage de stupéfiants est le carburant de la politique du chiffre et biaise la statistique de l'efficacité de l'activité policière. Policiers et gendarmes y consacrent un temps considérable sans aucun résultat global probant. Le coût des procédures pour ce délit en termes d'argent public est exorbitant. L'application de l'article L3421-1 du Code de la santé publique est aussi le prétexte d'une pratique policière de ciblage et de multiplication des contrôles d'identité. Les relations entre la police et la population des quartiers populaires se détériorent, haine et brutalité réciproques s'enracinent. La prohibition et la répression génèrent des effets délétères à tout point de vue. L'usage de stupéfiants est une conduite individuelle à risque, mais ne cause pas de tort à autrui. À raison de plus de 90% de cannabis sur l'ensemble des usagers interpellés, ce délit mobilise pourtant de façon disproportionnée l'action de la police et de la justice. Il est temps d'ouvrir un débat raisonnable, éclairé et réaliste, débarrassé des fantasmes et dogmes qui ont présidé à la loi de 1970. Pour mettre la réduction des risques au premier plan, pour la sécurité sanitaire des usagers de drogue, oui j'ai bien dit la sécurité sanitaire des usagers de drogue, pour que l'insécurité incontrôlable engendrée par le trafic et le marché noir soit endiguée durablement, pour que la police et la justice soient déchargées de procédures inutiles et voraces d'argent public et puissent concentrer leur action sur le trafic et l'authentique délinquance, parce que depuis 1970, l'action publique est fondée sur la répression et que son échec est flagrant. Conclusion, il est urgent de changer la législation et les politiques publiques en matière de drogue. Point final de ce texte d'accueil, qui n'est donc pas le manifeste du collectif, mais l'état des lieux dressé par ce collectif, auquel, je répète encore une fois, comme pour le CP de Cachou, je souscris dans sa quasi-intégralité. Il est parfait. C'est dit avec des mots parfaitement choisis, un lexique d'une rigueur à la fois démonstrative et politiquement vraiment exemplaire. Tous nos arguments repris point par point dans l'ordre. C'est exemplaire, ce texte-là, il est vraiment très très bon. Bon, je remets pas, j'insiste pas sur l'autre, je vous laisse vous faire votre propre idée sur ce que ça peut donner.
Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je peux m'empêcher de penser que dans l'état actuel de la société française, il est bon d'entendre ce genre de discours dans la bouche de policiers. Ça nous prouve que quand même, il y a aussi des individus qui peuvent réfléchir, échanger derrière la matraque et le képi, et ces arguments ne sont pas que des arguments, ce sont des constats qui sont tellement flagrants que même des policiers en arrivent à les dresser exactement de la même façon que nous le faisons nous-mêmes depuis des années dans Il y a de la fumée dans le poste. Je vais juste citer les noms des 3 fondateurs. C'est Bénédicte Desforges, que moi personnellement je connaissais déjà parce qu'elle est ex-lieutenant de police et elle est blogueuse sur la police avec des contenus relativement intéressants dédiés à la question de la répression du cannabis. Depuis un certain temps, elle s'intéresse à cette question sur son blog et ses points de vue effectivement étaient déjà par le passé souvent pertinents. Jamais il y a eu de texte j'ai jamais ressenti le besoin de les partager à l'antenne, mais ça fait déjà un petit moment que j'en lis un de temps en temps. Voilà. Jean-Luc Garcia, qui est un ancien gendarme et qui effectivement a un discours anti-prohibitionniste qui ne date pas non plus tout à fait d'hier. Et enfin Thierry Tintoni, qui est capitaine de police à la retraite depuis un an et qui est fondateur du syndicat Sud Intérieur. Ou un gaucho, quoi. Un clair gaucho. Ce qui n'est pas forcément toujours un compliment d'ailleurs. Mais bon, passons. Mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, personnellement, pour présenter ce collectif donc, de policiers contre la prohibition qui rejoint les rangs des gens publiquement déclarés sur la scène de la contestation officielle de la prohibition du cannabis en France. Un petit commentaire de vous ? Bien sûr, Max, un petit commentaire, bien évidemment. Ce texte est très intéressant et effectivement, en écoutant la lecture que tu en fais, je souscris à tout ce qui a été dit et comme je dis, je pense que ce texte est absolument parfait. Et je ne remets aucunement en cause l'honnêteté intellectuelle des gens qui l'ont écrit et de la véritable sensibilité même politique qui est derrière la démarche de ces gens, comme tu dis, de la part de ces individus. Tu as cité leur nom et moi aussi je leur rends hommage, si tu veux, il n'y a aucun souci, en tant qu'individu, il n'y a pas de problème. Néanmoins, derrière l'individu, il y a le corps. Et le corps, c'est la police. Donc ces gens-là, ils font partie d'un corps qui n'a pas en charge, à mon sens, en tant que non pas militant de gauche, parce qu'effectivement, moi je retrouve plein de trucs qui peuvent être à laquelle la gauche peut 100% souscrire dans le détail qu'ils ont fait, mais moi je suis pas militant de gauche, je suis vraiment pas du tout militant de gauche, je suis militant anarchiste. Et en tant que militant anarchiste, pour moi la police, je suis désolé, mais son rôle in fine, même s'il y a des individus qui sont tout à fait honnêtes et qui sont dans une approche pragmatique de la question, moi vraiment là-dessus, moi je veux faire preuve d'objectivité parce que c'est vrai. Il y a des gens qui sur le terrain sont... Moi par exemple, All Cops are Bastards, je crois pas. Tu vois, ACAB, moi je crois pas. Je crois qu'il y a des flics qui sont dans une approche qui peut être intéressante en tant qu'individu. Néanmoins, derrière ces individus, il y a un corps. Et ce corps, il n'est absolument pas, à mon sens, en tant que militant anarchiste, absolument pas au service du bien-être de la société, qu'il est là exclusivement pour la répression, pour encadrer l'individu, pour soumettre le principe de liberté à la convenance que le régime aura bien voulu lui accorder. C'est-à-dire que malgré tout, ce ne sont pas des gens qui sont là pour l'émancipation. Et vraiment, encore une fois, vraiment, je ne remets pas en cause l'honnêteté intellectuelle de ces gens, il n'y a aucun souci. Mais néanmoins, à un moment ou à un autre, si ces gens vont vraiment au bout de leur démarche intellectuelle, ils seront confrontés à un gros problème. C'est qu'ils font partie d'un corps qui ne va pas dans le sens des idées qu'ils veulent servir. Et que c'est aussi simple que ça. Alors effectivement que la gauche y souscrive, ça je trouve ça cohérent parce qu'effectivement la gauche, si on va jusqu'au bout de la gauche, ça c'est le communisme si tu veux par exemple, je sais pas, j'exagère, je fais un cas une petite comme ça, mais ils remettent pas en cause la police, non. Ils remettent pas en cause la répression. Ils ne remettent pas en cause le musellement de l'individu qui doit correspondre à certains critères bien précis. Et moi, c'est vraiment le truc qui me pose problème en tant que militant anar sur cette question-là, c'est que en tant que militant cannabique, il n'y a aucun problème, je souscris à 100% au texte qui a été fait et je le trouve vraiment très bon, parce qu'il revient aussi bien sur ce qui concerne les flics, le coût des procédures, le temps qui y passe, etc. Mais aussi, ils élargissent sur les différents les effets délétères, comme ils disent, de la prohibition concernant la stigmatisation d'une certaine catégorie de la population, à savoir les gens qui ont un teint de peau qui n'est pas celui de, entre guillemets, la norme, tu vois ce que je veux dire, ouais. Voilà, la brutalité qu'engendre la prohibition. Donc il y a des constats qui sont excellents, aussi bien sur leur qualité de flic que d'une manière générale sur la société. Mais néanmoins, malheureusement, derrière tout ça, je pense qu'ils seront face à une impossibilité, à une incohérence quelque part, c'est qu'ils se rendront compte, in fine, de leur démarche, que le corps dans lequel ils servent
ne va pas dans le sens de l'émancipation, ne va pas dans le sens de la liberté et ne va certainement pas dans le sens d'un mieux-être pour tous les individus avec un E et sans E que nous sommes et qui composons la société. C'est QFD. Voilà. Je vais juste rajouter un dernier petit point qui pourrait quand même intéresser, si tu me permets, Davou. Peut-être parmi les flics qui nous écoutent, on vous salue d'ailleurs, hein, ça fait longtemps qu'on vous avait pas fait un petit coucou, nos plus fidèles auditeurs, auditrices. Salut les mecs. S'il y en a parmi vous qui se sentent des velléités anti-prohibitionnistes, sans être aussi révolutionnaires que Davou dans leur approche de la société, sachez qu'il y a quand même un aspect intéressant également derrière ce PCP. Il l'explique à un moment où ils disent pourquoi, sur le site internet, pourquoi un collectif ? C'est que dans ce collectif, c'est un peu moins formel d'une association officielle. Et donc, parmi eux, il y a des fonctionnaires en activité qui sont soumis au droit de réserve. Et il y a les autres. Les 3 fondateurs, eux, sont des ex. On a bien dit, eux ne sont plus soumis au droit de réserve. Et donc, ce système de collectif permet à ceux qui sont encore en activité et donc qui subissent ce droit de réserve, de pouvoir grossir les rangs sans se mettre en première ligne qui sera tenue par les militants et militantes qui, eux, se sont débarrassés de ce droit de réserve en quittant la police ou la gendarmerie. C'est pas inintéressant, c'est une tactique, une stratégie militante qui me semble pas inintéressante non plus, en tout cas qui peut intéresser certains ou certaines peut-être de nos auditeurs, nos auditrices. Bisous. Voilà. On va refaire un petit tour par Détroit avant de revenir en Europe et puis en Amérique centrale, on a encore 2 bonnes nouvelles à vous donner pendant cette dernière demi-heure de Y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Avant de céder la place, je l'espère, à détruire l'ennui à 20h30, l'émission Punk DIY. Bon, Détroit. D'avoue. Détroit, c'est des grands ghettos noirs, Détroit aussi. Hein. C'est aussi de l'emploi dans l'industrie automobile qui génère effectivement des grands ghettos. Et parmi les grands ghettos, il y a les grands ghettos noirs. Et de ces ghettos, sont issus un certain nombre de musiques, dont la techno de Détroit. Ouais, des gens de ces ghettos écoutaient Kraftwerk, écoutaient tout un tas de musique minimaliste et répétitive qui allait donner naissance à ce genre essentiel de la musique moderne que nous défendons, vous le savez, bec et ongle depuis longtemps dans Il y a de la fumée dans le poste, à travers sa musique, mais aussi sa culture libertaire qui l'accompagne, bien évidemment. Donc on ne pouvait pas faire l'impasse ni sur la techno de Détroit, le berceau de la techno. Alors il y a des grandes figures de proue dans la techno de Détroit, il y a bien sûr Derrick May, Kevin Sanderson. Mais il y a un label. Et il y a un gros label. Qui, par son nom, a forcément toute sa place dans cette sélection spéciale Michigan du jour. C'est Underground Resistance. Et c'est toi, Davou, qui a choisi. Ouais. Et puis on s'est retrouvés d'ailleurs. C'est un choix de toi que j'ai approuvé, mais sans même avoir à réfléchir un quart de millième de seconde. Dans ce label, il y a il y a 2 personnes qui comptent vraiment pas mal. Il y a Mad Mike et Jeff Mills. Les voilà ensemble, tiens. Et les voilà ensemble, se réunissent pour un projet qui s'appelle World to World. Et le premier morceau de ce projet qui s'intitule Amazon et qui est absolument une merveille, qui essaye de sensibiliser sur la cause de l'Amazonie, comme son nom l'indique, bien évidemment. Et donc, vous allez retrouver une ambiance assez forestière avec des oiseaux un peu partout. C'est Amazon, World to World, tout de suite, dans Il y a de la fumée dans le poste, sur Radio Libertaire. World to World, à l'instant même sur Il y a de la fumée dans le poste, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. 1995, je crois, Max, peut-être que tu vas me confirmer. Il me semble que c'est 95. Tiens, 92. Pardon. Alors je l'ai pas noté, mais si j'ai bonne mémoire, c'est le 3e maxi seulement publié par Underground Resistance en 92. Ce World to World. Très bien. 4 morceaux, mais le meilleur, c'est vraiment de loin Amazon, un maxi donc historique de la techno tout court. Donc lors de de la naissance de la techno, un témoin de la naissance de la techno à Détroit. On quitte la France là, Max Ouais. Parce que j'ai un tout petit truc à dire quand même. Vas-y. Ça fait un peu bizarre de voir un copain et puis un sacré militant de la cause cannabique aller sur les émissions, sur le plateau de télé de Cyril Hanouna. Ah bon, tu parles de qui ? Ça fait un peu bizarre, quoi. On a un copain qu'on a reçu ici, qui est allé là-bas. Alors, je vais pas dire son nom parce que le pauvre, je vais pas l'accabler plus que ça, mais putain, aller sur un plateau avec être confronté à justement celui dont je parlais tout à l'heure, Constantin. Très intéressant, forcément, sur un
plateau vraiment, mais lamentable sur le plan intellectuel. Ça fait un peu bizarre de voir un copain là-bas. Ah ouais, Voilà, c'était un on petit en coup de cœur parlera comme ça. off parce que je suis pas au courant. Ah, bon, il a cité Apollinaire. C'était le 9 novembre au soir, et puis il a eu un petit mot pour Guillaume Apollinaire. Alors ça m'a fait plaisir, mais ça suffit peut-être pas quand même. Quelle idée d'aller chez Hanouna, nom de Dieu. Je veux bien te croire. Je jugerai sur pièce, mais je veux bien te croire. Donc on traverse la Manche maintenant. C'est beaucoup plus vite fait que l'Atlantique. Et on va au Royaume-Uni, Davou, une super bonne nouvelle quand même. Mais oui. En provenance du Royaume-Uni, c'est France Info qui nous la donne, un article d'Antoine Gignot, publié lui aussi le 1er novembre 2018, qui s'intitule « Mon fils de 7 ans va avoir une vie presque normale », ça c'est entre guillemets. Le cannabis thérapeutique est désormais autorisé au Royaume-Uni, ça ce n'est pas entre guillemets, donc c'est la raison pourquoi le garçon de 7 ans aura une vie presque normale. On y revient. La vraie annonce, c'est que ça y est, c'est fait. Depuis le 1er jeudi novembre, depuis le jeudi 1er novembre, dans l'ordre, les médecins britons peuvent enfin prescrire des médicaments dérivés du cannabis, et ce pour traiter certaines maladies. Donc c'est pas à la disposition au jugement du médecin, l'indication thérapeutique de cette prescription, mais il peut le faire dans le cadre de certaines pathologies, ça y est. Ça vient après plusieurs affaires de refus d'accès aux soins, refus d'accès à l'huile de cannabis pour des enfants épileptiques. Comme on l'évoque de temps en temps dans ce programme, notamment aux États-Unis, le cannabis est souvent employé pour soulager des enfants qui souffrent de crises d'épilepsie rétives au traitement traditionnel, mais chroniques. Et les parents de ces enfants témoignent souvent d'un confort de vie spectaculaire rendu par l'administration donc d'huile cannabique à ces malades, à ces enfants épileptiques. Et donc c'est ce dont il était question, une affaire autour de cette question au Royaume-Uni, qui avait un peu défrayé la chronique. On ne vous en avait pas parlé, c'est pour ça que je vous fais un petit briefing initial. Et donc la nouveauté, c'est qu'après cette affaire, le Conseil consultatif sur les drogues a donné son feu vert au gouvernement britannique, qui va donc légiférer pour autoriser la prescription médicale de dérivés du cannabis dans le cadre de certaines pathologies. Et donc on a cette maman. Elle s'appelle Anna, elle est mère d'un petit garçon de 7 ans qui souffre d'épilepsie et qui jusqu'ici achetait de l'huile de cannabis à l'étranger. Elle déclare à France Info, elle témoigne du changement dans leur vie familiale et dans la vie du petit que ça devrait occasionner, en ces termes, ouvrez les guillemets. Au lieu d'aller en ambulance à l'hôpital chaque semaine pour prendre des stéroïdes par intraveineuse, il va avoir une vie presque normale. Il pourra aller à l'école, se faire des amis. Il aura plus de chances d'apprendre et de s'intégrer dans la société. Fin de citation très bien choisie par les rédacteurs de cet article pour illustrer concrètement l'importance de cette avancée législative chez nos voisins britons. Donc, les médecins ont maintenant le droit de prescrire des dérivés du cannabis, à condition, bien sûr, que ces produits, ces médicaments, répondent aux normes de sécurité du médicament local. Donc ça devrait avancer. C'est bien sûr une avancée législative notable, mais qui ne devrait guère aller plus loin, souligne l'article. Puisqu'on nous explique que les conservateurs répètent qu'il n'est pas question pour l'instant de dépénaliser la consommation de cannabis à l'usage récréatif, le ministre de l'Intérieur lui-même, il s'appelle Sajid Javid, il confirme, ouvrez les guillemets, ce gouvernement n'a absolument aucun plan de prévu pour légaliser le cannabis, les amendes pour la possession de cannabis ou pour les fournisseurs vont rester les mêmes, donc aux rêveurs que cette légalisation du cannabis thérapeutique au Royaume-Uni soit un avant-goût d'une légalisation possible, puisque c'est très en vogue quand même dans le monde anglo-saxon actuellement. Après tout ce qu'on vient de vous raconter côté nord-américain, effectivement, naïvement, on pourrait le croire. Apparemment, le gouvernement et ses relais semblent formels pour doucher les rêveurs, hein, quand même. Donc c'est clair que non. Donc quand même, c'est un progrès notable, hein, comme je l'espère vous l'avez compris. En pratique, conclut l'article, la situation reste complexe. Le cannabis reste la drogue illégale la plus consommée au Royaume-Uni, comme en France. Là-bas, on dénombre 2 millions d'utilisateurs par an. C'est en tout cas le nombre de l'an dernier.
Puis l'article termine par la question économique que soulèvent les libéraux démocrates, eux qui ont l'air d'être plus partisans donc d'une légalisation totale du cannabis, qui expliquerait, si on en croit l'article, que s'il était vendu sous licence avec une TVA de 20%, il y aurait chaque année 80 millions d'euros de recettes pour l'État, sans compter les économies sur le coût de la répression, de la police, de l'hospitalisation des consommateurs qui s'empoisonnent avec de mauvais produits, etc., que ça conduirait, selon les libéraux britanniques, donc à 1,2 milliard, rien que ça, d'euros au total d'économies pour l'État britannique. Voilà la bonne nouvelle en provenance donc du Royaume-Uni. Ouais, très rapidement quand même, dire que ça vient pas de nulle part. Et c'est vrai que, encore une fois, il faut pas croire que ce soit la volonté du gouvernement britannique, qui plus est conservateur, que d'avancer sur cette question. Si on a avancé sur cette question, c'est qu'il y a eu une mobilisation, notamment de la part de la mère du petit Billy Caldwell, qui il y a quelque temps, comme tu disais Max, a défrayé la chronique entre guillemets, mais a fait l'actualité surtout parce que c'est un enfant épileptique qui s'était vu confisquer son traitement par la police, traitement à base d'huile de cannabis, et sa mère Charlotte s'était grandement mobilisée, et c'est vrai qu'il y avait eu tout un mouvement de sympathie qui était né autour de cette femme et du combat qu'elle menait, et qui avait gagné la société britannique et qui avait conduit Sajid Javid à se prononcer concernant la question du cannabis thérapeutique. Ça sort pas de nulle part, et encore une fois, si on veut faire avancer les choses, il faut se mobiliser, il faut militer, il faut se retrouver le plus nombreuses possible dans les rendez-vous qui nous sont donnés. Voilà. Effectivement. Je regarde l'horloge. Est-ce qu'on a le temps de se refaire avant de donner la... Non, on va peut-être plutôt finir tranquillement entre nous et puis se garder le MC5 pour la fin, d'avoue. Ça marche. Pour pas trop précipiter le propos, il nous reste un bon quart d'heure quand même à passer ensemble sur l'antenne de Radio Libertaire. Mais on va tout de suite retourner en Amérique. Après cette bonne nouvelle chez les Britons, on retraverse l'Atlantique dans l'autre sens que tout à l'heure pour aller en Amérique centrale, au Mexique. Le Mexique, on en parle aussi assez régulièrement depuis plusieurs années, avec une situation de corruption parmi apparemment les plus abouties au monde par le narcotrafic au sein de l'État mexicain, avec une situation civile qui ressemble quand même très très fortement à la guerre civile, avec des massacres à la clé et compagnie. Donc vraiment, là où la guerre à la drogue, peut-être, si on en croit les arguments anti-prohibitionnistes, là où la guerre à la drogue aura vraiment montré son visage le plus immonde, avec la Colombie peut-être également quand même aussi sur le podium, mais le Mexique donc, c'est Radio-Canada, tiens encore, qui nous donne la bonne nouvelle, un article qui nous dit que la Cour suprême qui s'intitule carrément « La Cour suprême du Mexique ouvre la porte à la légalisation du cannabis ». Cet article de Radio-Canada, publié début novembre lui aussi, nous dit que fin octobre, je crois, la Cour suprême du Mexique a statué que 2 plaignants qui avaient le droit de consommer du cannabis à des fins récréatives. Elle a autorisé 2 plaignants qui avaient saisi la Cour suprême au Mexique d'avoir une consommation de cannabis à des fins récréatives. Elle a également statué à cette même occasion qu'une prohibition tout azimut de cette drogue était inconstitutionnelle. La politique de répression et de prohibition menée par le Mexique, comme tant d'autres États sur la planète, contre l'usage de cannabis serait, selon la Cour suprême de ce pays, inconstitutionnelle. C'est la nouveauté. Et donc, ça ouvre effectivement la voie clairement à une légalisation. D'avoue, tu as beaucoup plus de mémoire que moi, semble-t-il, aujourd'hui. Tu te souviens dans quel pays la Cour suprême est intervenue ces derniers temps ? C'est la Géorgie, c'est ça ? La Géorgie, absolument. Et pour les mêmes motivations, développement personnel. Donc on y revient, voilà, le développement personnel. Ma mémoire ne m'a pas trahi, puisque c'est exactement ce motif qui a nouveau été évoqué par cette nouvelle Cour suprême. C'est pas la Géorgie l'avait fait avant eux. Donc le tribunal a statué que les citoyens d'âge adulte disposaient d'un droit fondamental au développement personnel qui leur permet de décider de leurs activités récréatives sans aucune interférence de la part d'un gouvernement. Voilà ce qu'a statué la Cour suprême du Mexique. C'est quand même assez fabuleux. Un vrai extrait du jugement de la Cour suprême du Mexique. L'article de Radio-Canada en donne un, je vous le lis. Ce droit n'est pas absolu et la consommation de certaines substances peut être réglementée, mais
Mais les effets engendrés par la marijuana ne justifient pas une prohibition absolue de sa consommation. C'est un petit peu moins, enthousiasmant que ce que je viens de vous lire précédemment, mais quand même, c'est bien écrit noir sur blanc dans cet extrait du jugement de la Cour suprême du Mexique. La prohibition absolue de la consommation de la marijuana est inconstitutionnelle selon cette Cour suprême. Il faut savoir que la décision n'entraîne pas automatiquement la légalisation à grande échelle du cannabis à des fins récréatives au Mexique, que cela, bien sûr, demeure du ressort du Congrès américain. C'est le pouvoir législatif. J'imagine que la Cour suprême a un peu le même rôle qu'ailleurs, là où on en trouve. C'est le Conseil constitutionnel, quoi, chez nous. Ça voit si les lois, les règlements sont en bonne concordance avec la Constitution du pays et déclare si oui ou non on peut mener ce genre de politique au nom de la Constitution. Donc c'est pour ça qu'on donne une espèce de brevet d'inconstitutionnalité à la politique de prohibition du cannabis au Mexique dans cette Cour suprême. Donc cette Cour ordonne à un organisme de réglementation du gouvernement mexicain d'autoriser les plaignants à consommer de la marijuana. Même si ça n'automatise pas donc la légalisation, ça ordonne à un organisme de mettre en place cette réglementation, la réglementation qui permettra aux plaignants de consommer librement leur marijuana. Les plaignants, les deux plaignants, mais sans doute aussi les autres, vous l'avez bien compris. Même si c'est pas automatique. Donc, jusqu'à nouvel ordre, précise Radio-Canada, chaque citoyen qui voudra obtenir la même autorisation devra plutôt saisir à son tour la justice. Mais, car il y a encore un nouveau mais, cette décision de la Cour de justice, ces deux jugements rendus fin octobre, début novembre, portent à 5 le nombre des décisions rendues à ce sujet par la Cour lors des dernières années. Or, en vertu de la loi mexicaine, ce seuil lie tous les tribunaux inférieurs appelés à trancher dans des dossiers semblables à statuer en faveur des plaignants. Donc ça n'automatise pas une vraie légalisation par le biais de la loi, mais ça oblige tous les tribunaux à trancher en faveur, dans des dossiers similaires, à trancher en faveur des plaignants. Donc des consommateurs, des usagers, des usagères de cannabis qui se retrouvent inquiétés par l'État mexicain et qui s'en plaignent auprès de la Cour de justice, automatiquement. C'est même marqué noir sur blanc dans le jugement de la Cour. Elle dit, cette Cour, étant donné l'existence de 5 précédents qui vont dans le même sens à ce sujet, le jugement est contraignant pour tous les tribunaux du pays. Pas contraignant sur le plan législatif, mais contraignant sur le plan pénal. Donc c'est déjà une bonne chose, effectivement. De plus, on note en fin d'article que selon la Radio-Canada, des membres de l'entourage du président, il s'appelle Andrés Manuel López Obrador, ont indiqué à une célèbre agence de presse internationale que ce président pourrait plaider en faveur de la légalisation du cannabis, et ce, dans le cadre d'une nouvelle stratégie destinée à combattre la pauvreté et la criminalité. C'est sûr, ça sera sans doute nettement plus efficace que les armes automatiques et les rafales de plomb pour combattre la criminalité, la pauvreté qui sévit dans les favelas mexicaines, etc., etc. La situation dramatique sur le plan civil que je dénonçais en début d'intervention. Voilà, on va laisser le mot de la fin à un organisme qui s'appelle le Mexique uni contre la criminalité, qui lui aussi s'oppose aux politiques prohibitionnistes de l'État mexicain, qui déclare donc que cette décision, ouvrez les guillemets, ouvre la porte à la réglementation du cannabis, que le Mexique doit se diriger vers une réglementation de drogue afin d'améliorer les conditions propices à la justice et à la paix dans le pays. La directrice de l'organisme résume que, ouvrez les guillemets à nouveau, la Cour suprême a fait son travail. La responsabilité d'adopter une réglementation correspondante incombe au Congrès, ce qu'elle appelle bien sûr de ses voeux. Donc voilà, affaire à suivre. Si le Congrès met bien l'État mexicain, la loi mexicaine en conformité avec sa décision d'inconstitutionnalité. Là, quelque part, il n'y a pas vraiment le choix, parce qu'il y a une espèce de super jurisprudence qui s'est mise en place. La légalisation est en train de s'installer dans les starting blocks tranquillement. Mais on parlait de l'Afrique du Sud, souviens-toi, il y a peu, en faisant le parallèle avec la Géorgie. Alors là, le parallèle est encore plus flagrant, puisque c'est le même type d'institution, une Cour suprême d'un État, d'un même type d'État, même si on n'est pas du tout dans la même région du globe, c'est-à-dire un
État pauvre mais frontalier d'une grande puissance mondiale, la Russie pour le Caucase et les États-Unis pour l'Amérique centrale, qui peut-être, encore une fois, on n'en est pas sûr, on n'est pas dans les rouages de ces États-là, pas plus que dans ceux de l'État français, mais profite de cette espèce de détente sur le plan onusien et les réorientations onusiennes qui ont quand même permis de faire entendre à tous ces pays non liés au pacte du grand commerce mondial, de la grande mondialisation, enfin du grand bordel capitalistique qu'on subit depuis 15-20 ans là, dernièrement, moins soumis à ce pacte-là, de passer le cap avant les grandes puissances industrielles de la légalisation totale du cannabis. Je trouve ça personnellement sur un plan plus global très intéressant. Ouais, l'impact du changement de paradigme, comme ils disent à l'ONU, mais également, je pense aussi ce qui se passe sur le continent nord-américain, bien évidemment le Canada, mais également la Californie, qui est quand même un État qui a une influence sur ce qui se passe sur le Mexique. Donc, évidemment. Ne serait-ce qu'il y a il y a une population mexicaine forte en Californie, et donc les informations passent plus facilement. Et quand l'information passe plus facilement, bien évidemment que les préjugés, les stéréotypes vivent un temps qui est un peu difficile, quoi. Ils sont battus en brèche, parce que on se rend bien compte que pour bien des raisons, la légalisation du cannabis est une chose qui permet une avancée sur le plan social. Voilà, c'est pour ça qu'on avait choisi de vous garder le Mexique pour la fine bouche, la fin de l'émission. C'est vrai que c'est une fort bonne nouvelle. Ouais, et puis douloureux, il y a quand même eu des cas de répression très douloureux au Mexique, et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser à ça aussi au moment où la loi est sur le point d'être mise à mal. On pense bien sûr aux étudiants je vais encore écorcher le nom, mais c'est Ayotzinapa, c'est un truc comme ça. Bien évidemment, cette sordide histoire qu'on vous avait relayée il y a quelques temps. Entre autres, c'est un des aspects les plus sordides, mais c'est bien sûr sans doute la partie émergée de l'iceberg. Donc une vraie bonne nouvelle à destination des populations nettement moins favorisées que les populations occidentales qui, elles, peuvent aller se fournir leur cannabis au coffee shop, qu'ils soient californiens, en Colorado, au Canada ou même au Michigan quand elles seront ouvertes. Bien sûr, on pense aux populations les plus exposées aux violences et autres misères étatiques imposées par l'État, donc les populations les plus pauvres, bien entendu. Voilà, c'était ce Il y a de la fumée dans le poste, j'espère un peu plus réjouissant que ce qu'on a pu vous faire quand on faisait le tour du monde de l'actualité des drogues, de la politique des drogues ces derniers temps, où c'est quand même pas forcément toujours la fête. Là, je crois qu'on a réussi quand même l'exploit de vous aligner que des bonnes nouvelles, y compris en passant par la France, cette quinzaine sur Radio Libertaire, dans Il y a de la fumée dans le poste. Moi, personnellement, ça me fait bien plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je te suis très reconnaissant, Davout, de m'avoir donné un franc coup de main pour cette nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste, sans toi, j'aurais pas réussi à faire le 10e de qualité de ce qu'on aura pu modestement faire ce soir. Donc, un grand merci. Merci Max, merci à toi aussi. Des programmes à annoncer demain ? Non, pas demain, mais donc en revanche, mercredi, Ferry Club un peu particulier, puisque ça sera un hommage à Jacques Perdereau. Voilà. Et on va clore cette édition d'Il y a de la fumée dans le poste avec bien sûr un groupe du je suis perdu, ça y est, c'est la fin d'émission, je craque. Du Michigan, bien sûr, mais pas n'importe où, un groupe de Détroit qui le porte dans son nom puisqu'il s'appelle MC5, Motor City 5, qui va nous chanter Détroit elle-même dans son titre très célèbre Motor City is Burning. Finir par du heavy rock psyché, ça me fait plaisir également parce que ça rejoint une certaine culture nord-américaine qu'on apprécie, et contre-culture, certains disent, nord-américaine, qu'on apprécie bien aussi. Il y a de la fumée dans le poste, qui a trouvé son point de départ au milieu des années 60 et qui a continué à se développer à cette période. Donc je sais plus d'ailleurs en quelle année c'est sorti, je l'ai pas noté, le Kick Out the James, célèbre album de MC5, qui ouvrait la voie au punk dès 1969-70. Donc dans les contrées du nord des États-Unis, du côté de Détroit, aux côtés des Stooges, bien sûr. C'est Motor City is Burning que vous allez écouter pour clore cette édition du 11 novembre 2018 de Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'Ancien Cirque Paris sur Radio Libertaire, animée par Davout et moi-même et mise en onde par les soins de Davout, mise en blog également par les soins de Davout sur Il y a de la fumée dans le poste. La fumée dans le poste. Pardon, la fumée dans le poste.blogspot.com.
gmail.com. Voilà. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines à 18h30 en direct pour de nouvelles aventures de Y'a de la fumée dans le poste sur les ondes de Radio Libertaire. N'oubliez pas de soutenir Radio Libertaire à la librairie Publico 145 rue Amelot Paris 11e ou sur le site internet radio-libertaire.net ou sur le site de la Fédé fédération-anarchiste.org. On vous salue, on vous dit bis à toutes, bis à tous. Ciao!